messieurs, ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national. Porcherie, 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 porcherie. Est-ce que tu peux expliquer le contexte, qu'est-ce qui fait que justement il y a des mouvances comme ça qui naissent Alors, même si c'est finalement très différent, contexte, époque oblige, et puis l'histoire ne se répète pas, contrairement à ce qu'on dit, elle fait écho éventuellement, elle s'alimente, mais elle se répète pas forcément. C'est très renforcé. Bon, il faut quand même faire ce parallèle, 1921-1933, Hitler tout seul pendant 2 ans, puis son mouvement politique et ensuite son arrivée au pouvoir. Les identitaires, les nationalistes arrivent de la même manière dans les pays d'Europe au pouvoir. Donc ils passent bien par les voies démocratiques, comme leurs anciens, entre guillemets. Et surtout, en fait, les contextes sont assez similaires, voilà, avec des différences que je vais t'énoncer juste après, et qui vont montrer que c'est beaucoup plus grave. Crise économique, appauvrissement des nations, dans un ultra-capitalisme, un optimisme entrepreneurial qui finalement a pu faire rage avant les années 30 et qui aujourd'hui refait rage de façon beaucoup plus justement appuyée, soutenue. Donc une crise économique. C'est une forme d'alimentation. L'appauvrissement des peuples, de toute façon, crée la différenciation et le repli sur soi-même, c'est connu. Ça entraîne autre chose, ça entraîne l'acculturation. Lorsqu'une personne travaille âprement à gagner sa vie, voire ne la gagne pas, ou a des enfants, ou voudrait simplement être fier de lui, il n'a que 24 heures pour faire tout ça. Dans ces 24 heures, il ne peut pas faire rentrer la culture. C'est impossible. Donc tu penses que c'est un problème Appauvrissement, acculturation, ça c'est le terreau du fascisme. D'accord. Voilà. Le nationalisme peut exister, parce que lui il se base sur quoi? Sur une espèce de fierté d'un pays, d'une couleur, d'une étiquette, voilà. Le fascisme, lui, c'est différent. Il a besoin de 2 données, l'appauvrissement des masses, pour pouvoir leur dire qui, pourquoi, à sa façon, et l'acculturation, parce que toute personne qui a à sa portée la connaissance historique, la culture générale, une conscience politique, en fait, invalide très vite le fascisme. Voilà. Très rapidement, se dit finalement, j'ai pas besoin de ça. Donc ça, c'est son terreau. Donc on voit bien que 29-33, 2008-2011, on a des situations un peu identiques. Là où moi je dis que, et c'est pas moi qui le dis, ça base les thèses de la RAF en fait. Ça base toute l'existence en fait du mouvement RAF. C'est vraiment son fondement. C'est que pour nous, ce contexte un peu similaire, en tout cas semblable, est démultiplié. Parce qu'il y a une mondialisation, ça c'est un fait, on est loin d'être dans une mondialisation, il y a une crise mondiale, mais on n'est pas encore dans une conscience aussi mondiale qu'avant, donc il est clair qu'il y a une espèce les identités nationales sont un peu délitées. Ça c'est un fait. Dans un second temps, il y a une crise infiniment plus puissante que celle de 29 dans ses effets, parce que plus rapide, et puis il y a effectivement cette acculturation terrible. Moi j'ai 33 ans, donc mes 23 ans, c'est pas il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui quand je parle à des gens de 23 ans, sans faire mon ancien ou mon vieux, j'ai quand même le sentiment d'une culture un peu rapide, un peu lapidaire, qui n'est pas toujours allée au fond des choses. Consommation. La consommation est passée par là, ils sont clairement plus intéressés par ça, c'est pas de leur faute. Ah non, mais... Voilà, ils ont été amenés à ça. On a vu une UMP de toute façon dégrader considérablement l'éducation nationale. Ça, c'est des professeurs qui me le disent. Voilà, donc ils s'en rendent compte parce qu'ils étaient là il y a 10 ans justement. On a banalisé l'histoire, on a fait des raccourcis, on a banalisé un discours. Je me suis longtemps demandé pourquoi. Pourquoi donner autant de validité dans le discours à des propos d'extrême droite d'un autre temps, illégaux qui plus est. On a des lois républicaines censées nous protéger de ça. Et le constat que j'en fais, c'est qu'en fait, il y a un certain Dominique Régnier qui l'a dit, il y a une pente fatale qui est amorcée.
elle est amorcée, c'est une conséquence. C'est soit l'hypercapitalisme accepte l'échec total, ou il accepte de se maintenir dans un semblant de droite économique qui sera en fait l'extrême droite. Donc pour toi, l'hypercapitalisme est vraiment relié au fascisme? Complètement, Ouais, ouais. complètement, puisque si on admet qu'ils ont un point commun, pour être capitaliste et s'y épanouir en tant que tel, il faut admettre que les masses doivent être pauvres. Plus il y a de pauvres, moins il y a de riches, plus ceux qui sont riches disent « je suis vraiment très riche ». Et plus on dit aux pauvres « tu pourras un jour monter dans le cercle », plus lui accepte sa condition. Ça tombe bien, les extrêmes droites ont un point en commun avec ça, c'est qu'eux ils ont besoin de gens très pauvres pour leur donner des nouveaux motifs de fierté, et dans le même temps qui n'ont pas eu accès à la connaissance parce qu'il faut encore quand tu es pauvre en 24 heures tu essaies de survivre. Tu sais pas de te cultiver, tu ne peux pas. Tu peux pas. C'est impossible si on t'a pas même tout retiré. Donc on est à cette jonction historique, moi j'en suis certain, c'est même pas. La question n'est pas de savoir si ça arrivera, mais quand. Voilà. Aujourd'hui c'est quand est-ce que ça va arriver. Pas si, ça faut arrêter avec ça. Ce sera pas est-ce que ça va arriver. Quand j'entends des gens me dire de toute façon Marine Le Pen ne peut pas passer, c'est impossible. L'erreur est consommée. Cette fois on est mort. Attention avec le mot skinhead. Le mouvement skinhead n'est pas un mouvement d'extrême droite initialement. Il englobe en fait des gens en Angleterre qui vivent en marge de la société, la rejettent, c'était plutôt noble. Et là-dedans vont se politiser deux mouvements. Voilà. Un qui va être très d'extrême gauche et qui va correspondre grosso modo à ce que vous pouvez appeler les punks. Voilà. Un autre va baser sa marginalité sur le patriotisme anglais. Et là, on va avoir la naissance d'un nationalisme extrême, et c'est ce que tu vas appeler les skinheads. Alors dans le milieu antifa, on appelle ça les boneheads. Les boneheads. Voilà, Ce qui veut dire les en crânes français. d'œuf, quoi. D'accord, ok. Les têtes rasées, les têtes d'os, voilà. Donc c'est... Dans la rue. Voilà, on les appelle comme ça parce que dans l'antifa action, justement, t'as plein de skinheads d'extrême gauche. Voilà. Donc qui eux sont contre le fascisme. Hein. Et pour ceux qui ne comprennent pas, j'explicite antifa, abréviation d'antifasciste. Voilà. Voilà, ce mouvement donc né dans les années 80, il réagit en fait à un effet de gang, hein. C'est-à-dire qu'on a des bandes qui descendent dans les cités hein, pour casser de l'arabe comme on dit. Voilà. Donc on va voir ça naître dans les cités, pas que dans les cités, beaucoup dans les cités. Des grands frères vont au début ils vont venir avec leurs baskets et les jogging et les capuches, et puis ils vont se faire raser la gueule une première fois, parce que les gars en face, ils ont des bombers qui font glisser la lame de couteau, ils ont des Doc Martens qui viennent des milieux ouvriers anglais, avec lesquels, quand tu te prends ça dans les côtes, tu t'es pris une batte, hein, c'est pareil. Donc tu es par terre, tu y restes. Et donc ils vont se dire, ok, il faut qu'on applique quelque part un peu les mêmes manœuvres. Il faut qu'on s'organise, qu'on ait une culture de groupe, et qu'on ait nous aussi des techniques de guerre. Donc là c'est parti, chaîne à vélo, j'ai des Doc Martens, voilà. Donc là ça c'est la base du mouvement antifa. Alors, ce mouvement antifa n'est pas né en France. Hein. Il est né en Angleterre, aux États-Unis. Voilà, c'est là que se crée ce mouvement. Il y a quelques noms célèbres. On ne fait pas non plus la promotion. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça que c'est né. Donc on parle de quelque chose qui n'est pas vraiment en réseau, qui est une réaction épidermique à ce phénomène et qui va même bien l'endiguer dans les cités en fait. Hein. D'accord. Parce que les gars, les gars d'extrême droite descendent, là, les néo-nazis, puis ils se prennent une claque. Et puis ça recrute. Hein. Des jeunes qui rentrent là-dedans, il y a une culture du combat, il y a une culture du groupe, une culture... le groupe. Voilà, une culture très... Ça peut faire penser à des gangs, voilà. Bon alors ça, il y en a qui m'arracheraient la tête si j'entendais ça, mais voilà, si je devais parler aux profanes, je dirais, voilà, vous avez une culture un peu de groupe très local, avec son territoire, voilà. Et justement, c'était territorial, c'était local. Donc tu étais antifa de là ou tu étais antifa d'ici. Quelques personnalités un peu charismatiques sont allées parler à d'autres. Et ça a été le double flag, le noir et rouge, de l'antifa action. Voilà, tu les trouves aussi dans les milieux du foot. Ça vous donne en fait le premier antifasciste, ses sources. Le hic, et ça, à la limite, j'en suis même moi aussi responsable, c'est qu'il n'y a pas eu d'organisation. Pendant ce temps, autour de l'extrême droite de Le Pen, pour parler que de la France, hein, ça a concerné hélas tous les pays d'Europe, maintenant on s'en rend compte. Mais pendant ce temps, l'extrême droite de Le Pen voyait graviter autour ses premiers bones.
Les plus malins d'entre eux, comme un certain Serge Ayoub, enfin malin, en tout cas les plus politisés d'entre eux, qui étaient donc des violents, des crânes rasés, vont se rapprocher d'une idéologie plus politique. Et Le Pen, lui, à l'époque, va se rendre complètement infréquentable parce qu'il ne va pas du tout la repousser. Alors là, c'est l'apparition du GUD, c'est l'apparition d'unités radicales, c'est l'apparition d'une multitude de groupuscules qui vont coexister autour. Ça, c'est quelle année à peu près? Pardon? C'est quelle année à peu près? Oh, c'est direct derrière. Ouais, d'accord. C'est vraiment juste début post 90. 80. Ouais. Oh, mais c'est même 80. Hein. Ça vient avec. D'accord. Alors, c'est pas quelque chose qui est très médiatisé. C'est presque admis. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans une démocratie à peu près saine. Donc, ouais, d'accord. Ouais, à peu près. C'est-à-dire, les gens ne s'imaginent pas qu'en 2011, on va avoir, nous, ces propos ici à Lyon, sur une place. Voilà. En aucun cas. Où des situations comme la nôtre vont se créer parce qu'à l'urgence, là, il faut y aller. Il faut informer et vite. Et je vais vous dire sur quoi on va faire précisément d'ailleurs après. Mais on a donc dans la suite de l'histoire, voilà, cette espèce de politisation de certains d'entre eux. Alors le grand nom connu, c'est Serge Ayoub. Le 8 mai dernier, le 1er mai, Marine, et place de l'Opéra, devant la Jeanne d'Arc dorée, là, et elle fait son discours habituel, enfin son premier discours en fait, son nouveau discours je me rends propre. Et le 8 mai, Serge Ayoub prend exactement cette position, devant un nombre presque aussi important de participants. Et je peux vous le dire parce qu'on était là. On était là le premier, on était là le 8. D'accord. Ouais. Donc à 6 heures de route, on pourrait être là à 7h15 du mat et passer la DPS du Front National. Donc c'est Serge Ayoub par exemple, voilà, lui c'est une espèce d'icône de ses premiers bonnes cèdes et quelqu'un de toujours dangereux parce qu'il a créé un mouvement qui s'appelle Troisième Voie, qui est un mouvement nationaliste dur, que moi je tendance à pas bien prendre au sérieux, mais bon, je le trouve très cantonné à Paris, voilà. Je m'en inquiète peu. Mais il va faire partie des premiers à se politiser en marge du Front National. Certes, ça va un peu provoquer et ça va de temps en temps être su que Le Pen pactise avec des gars pas bien. Bon, lui, je vais pactiser directement avec lui, mais il va faire partie de ces gens qui vont essayer. Et ça, en fait, ça s'est développé. Voilà. Donc la suite de l'histoire, c'est ensuite un grand blanc. Parce que ensuite on a un Chirac qui, tout aussi benet soit-il, et délinquant économique, tout ce qu'on veut, bref, un corrompu de plus, aura quand même cette espèce de volonté de un peu de fermer la route. Lorsqu'Unité Radicale, un mouvement très très dur tenu par Fabrice Robert, une des grandes cibles de l'ARF, qui actuellement d'ailleurs nous met en justice suite à 2 publications. Donc on maintient nos publications, là, bon, c'est notre hébergeur, on ne sait rien, voilà, et on l'attend. Donc on lui fait du mal, il ne nous aime pas du tout. Mais il sait qu'on a un Tu peu... présenteras après. Ouais. Je vais présenter tout ça, il faudra me poser des questions, sinon d'accord, je pars en ok, monologue d'accord. et, Non, pas de souci, non, mais c'est bien. et moi je vais être très... Une pause 5 minutes après. Ouais. Je dis, ouais. pour la batterie, Non, une pause, il faudra faire après. Pour mais toi. 5 minutes. Oui, Ok, d'accord. le pauvre. Donc voilà, alors je vais être plus précis. Dans tous ces mouvements secrets, entre autres Unité Radicale. Voilà. Unité Radicale, au début, tout le monde ignore. Politiquement, on ne connaît presque pas. Bon, les RG sont informés, ok. Fabrice Robert est un ancien FN qui va suivre à Vitrolles Bruno Maigret dans le MNR. Voilà. J'ai dû dire une bêtise avec Bruno d'ailleurs. Bruno Maigret. C'était Bruno Maigret. Ouais, c'était voilà. ouais. Voilà, Maigret. Donc il va le suivre dans le fameux MNR concurrent du FN à Vitrolles. Donc il est immédiatement au comité central du MNR. Donc c'est quand même quelqu'un... Aujourd'hui il a 37-38 ans, donc c'est quelqu'un qui à l'époque était quand même assez jeune. Donc il rentre là-dedans. En marge de son appartenance politique officielle, il devient le dirigeant de ce mouvement Unité Radicale qui lui préexiste. Il n'a pas créé en fait. Il a modifié en profondeur par contre. Donc il devient co-dirigeant d'Unité Radicale. Et là, catastrophe. MNR c'est 2002. Enfin un peu avant, mais c'est là qu'on en entend parler. Unité Radicale, donc Fabrice Robert en devient co-dirigeant président en 2002. Et là, cata. Un certain 14 juillet 2002, on a Maxime Brunery qui lève une 22 LR, qui ne peut pas tirer. Tout le monde lui fait baisser les armes dans la foule. Et paf, on apprend quoi? Il fait partie de l'Unité Radicale, mieux, il était sur les listes du MNR. D'accord. Voilà. Donc là, catastrophe. Donc le MNR, Le Pen tape des deux mains, chouette. Parce que ça met le MNR dans une banqueroute absolue.
dans les milieux politiques, les médias l'ont peu relayé. Hein. Tu remarqueras que là, je dois t'annoncer des trucs que tu ne sais pas forcément. Mais voilà, là en l'occurrence, c'est la stricte réalité. Et août 2002, là ça tombe très fort, Conseil des ministres, Chirac ordonne à Raffarin et à Sarkozy, ministre de l'Intérieur, de dissoudre Unité Radicale. On l'a dans nos documentations sur internet, tout le monde peut retrouver ça, on a carrément l'arrêté. Là c'est plus sévère parce que là on parle de constitution de milices d'extrême droite, c'est très grave. Donc dissolution. Donc a priori, immédiatement le MNR exclut Fabrice Robert, terminé, et l'enquête va même aller montrer que le mouvement, à travers des perquisitions, Unité Radicale se serait préparé. Mais alors, j'ai pas la certitude. C'est des bruits sur l'enquête. Il paraît qu'il y avait un certain nombre d'hommes politiques inscrits sur des listes et des sympathisants ou militants comme je peux être aujourd'hui. Là c'était beaucoup plus nombreux, des gens assez inconnus, qui eux étaient également sur une liste. Alors ça laisse penser à des actions graves, on ne sait pas. Voilà. En tout cas la dissolution, ce sera pour ça. Là-dessus, on a d'un coup Fabrice Robert qui réapparaît en 2002, la même année. Et qui prend la présidence du jeune créé Bloc Identitaire. D'accord, donc qui date de 2002. Voilà, donc le Bloc Identitaire, c'est pareil, j'aurais du mal à vous dire de quand il date, parce que cette chose a plein de noms. Elle s'appelle Jeunesse Identitaire, elle s'appelle Bloc Identitaire, et après elle a plein de mouvances partout. À Lyon, vous avez Reben, à Lille, c'est Nissoula, à Nice, c'est Nissas Rebella. Voilà, donc vous dire... C'est des formes de micro-partis quoi, grosso merdo. Ce sont des associations a priori indépendantes qui sont rattachées à Bloc Identitaire, qui d'ailleurs les listent sur son site. Voilà. Donc, et qui reçoivent régulièrement donc, Fabrice Robert et ses émules directs. Voilà. Donc revoilà ce garçon donc, qui cette fois a l'air de ne pas répéter les erreurs du passé parce qu'il s'identifiait sous le même nom partout. Voilà. Il coupe une tête de l'hydre. Il crée des nuances. Ça, et nous, on est assez spécialisés sur son réseau, d'ailleurs, il le sait. Puisque ces services juridiques, il y a de ça un mois, on fait savoir à notre hébergeur qui voulait nous mettre en justice, donc on attend, toujours. Voilà. Donc on est d'ailleurs très fiers. S'il vient un jour cette vidéo, merci. Non, ça nous a fait une belle pub et on l'attend au tribunal parce que c'est une nullité politique ce mec. Donc a priori partout où il passe, il se fait éjecter, c'est le président qui s'occupe de lui ou les propres partis qui l'ont accepté dans leur rang. Donc si on peut appeler ça des partis. Mais en tout cas, dès qu'il essaye de s'instituer plus officiellement, ça se passe très mal. Voilà. Donc on le voit à Lyon. Avec une situation de locaux d'où émanent des violences. Sa seule présence sur la place Saint-Jean le 14 mai, ça a été une nuit de violence sur les portes de Croix-Rousse insupportable. On a nous des adhérents qui habitent Croix-Rousse. Qui vous en ont parlé justement ça. Alors là où il est très fort, c'est que, et ça on va pouvoir faire un lien avec l'action Antifa, c'est que lui quand il vient à Lyon, là, c'est lyonnais à lui, il rentre chez eux. Par contre, parce que je peux te dire qu'il a fait un appel aux identitaires alsaciens, les associations autonomes, là, aux identitaires bretons, aux identitaires de Nice, qui étaient là, leur président était sur scène, aux identitaires de Paris, qui sont venus aussi, ils ont affrété des bus, pas mal, ils ont de l'argent ces gens-là. Et ce qui est pas mal, c'est que... Tiens, c'est intéressant d'ailleurs, est-ce que tu sais un peu leur source financière Non, justement, c'est le mystère total, mais j'ai mon idée profonde. Bon, il y en a une, j'en suis sûr, c'est les mouvements identitaires ou d'extrême droite très brutal d'Europe. Je suis persuadé qu'il y a un financement européen. Unité Radicale faisait déjà partie d'un mouvement qui s'appelait, si je ne me trompe pas, Front Révolutionnaire Européen. Et j'ai moi la trace vidéo de Fabrice Robert dans une convention identitaire européenne, avec une bannière derrière l'unique photo que j'ai trouvée. Bon, il y en a d'autres des photos de lui, mais celle-là est parlante parce que sur cette photo, on voit derrière le Vlaams Belang de Belgique, la Ligue du Nord italienne, voilà. Il parle à une tribune quand même, donc voilà. Donc, je pense qu'ils se financent comme ça. Après, ils font appel à des dons. Ils l'ont fait il y a 3 jours, suite à la fermeture du BKL, le Bunker Corp Lion. Des locaux. Tu as entendu parler des répercussions justement de ce côté-là, de la fermeture du local des menacé. manifestations en fait, donc l'impact des manifs sont... Alors, ça a permis de... Non. En fait, c'est l'impact d'un tapissage associatif. Voilà.
donc, dont d'ailleurs on a fait partie. Hein. Il y avait Act Up aussi qui était dedans, non? Il y a énormément de monde, des partis politiques tout simplement aussi, Europe Écologie, tout ça qui sont entrés dans le tas. Voilà, il y a le collectif 69 qui fait un très beau boulot ici quand même. En fait, c'est la compétence du préfet. Du préfet, d'accord. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a donc nécessairement enquête pour lier des voies de fait à un local. Donc c'est les policiers, c'est les OPJ et donc le préfet, leur patron, un de leurs patrons. Voilà. Caranco, nous, on lui a écrit. On a fait une pétition. Nos adhérents ont appelé pendant une semaine, en signalant les sigles RAF en plus, en disant faut arrêter, faut fermer. On l'a inondé d'appels, de courriers, de mails. On a fait la même chose avec la mairie de Centrale de Lyon, dont le service réglementation nous a dit mais on est tout à fait d'accord avec vous, simplement Caranco ne veut pas y aller. Voilà. Pour lui, pour l'instant, c'est maîtrisable a priori. Alors pour moi, ça vient surtout du fait que partout où il y a une mairie de gauche, de toute façon, le fonctionnaire, pas l'élu, qui est le préfet, obéit à son patron. Hein, moi, je suis grenoblois de souche. J'ai vu comment ça a tourné à Grenoble en 10 ans. Hein, donc merci à l'UMP d'avoir insécurisé les rues, d'avoir enlevé les policiers à pied, d'avoir... Ah, bravo, c'est bien. Voilà, avec ça, on a eu des débordements de partout et Lyon n'échappe pas à la règle. Donc les préfets, de toute façon, font ce jeu-là, j'en suis convaincu. Voilà. Maintenant, sur le principe, le préfet pouvait effectivement demander une fermeture administrative du local sur une enquête qui aurait montré des voies de fait. Je ne suis même pas sûr que cette enquête ait été faite dans la forme. Puisque là, à part arrêter un coup des antifas, un coup des fachos, un coup des... C'est tout ce qu'il a fait, hein, pour les libérer sans vraiment de conséquences. Le maire, lui, a procédé autrement sur ce coup-là. Alors moi, je suis pas pro-colon, je m'en fous, mais c'était pas idiot. Il a déclenché une commission de sécurité. Dans les préfectures, tu as un organe qui s'appelle la CCDSA, Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité handicapée. Tout endroit géré par une association s'appelle de fait un établissement hors public. De fait. Hein, de type L, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire de type salle polyvalente, à Lyon. De fait, il répond à un certain nombre de règles, plus ou moins contraignantes. La commission, quand tu as un local comme ça, elle passe au moins une fois au démarrage, après elle passe une fois par an. Elle passe, elle dit là, pas de détecteur, pas de porte-coup-de-feu, pas de désenfumage, j'en sais rien, enfin, ils font leur boulot. Et tu as un certain temps pour faire les travaux. Sachant que elle est consultative. À côté de ça, c'est une commission de sécurité dite locale. C'est le maire. D'accord. Qui est le responsable de la sécurité de sa ville. C'est-à-dire que lui, si ça déconne, c'est lui qui part en 11. Enfin, je sais pas qu'un mec de dimension de colon part en 11, mais je le regrette d'ailleurs, parce que s'il fait le con, il devrait y aller. Mais voilà, c'est lui qui a le fin mot. Donc là, c'est revenu qu'ils avaient fait quelques travaux suite à des prescriptions, et ils ont zappé un truc, une porte coup de feu, je crois. On a l'arrêté aussi d'ailleurs au passage. Voilà. Okay, bon là, mais je l'ai pas par cœur. Je crois que c'est une porte coup de feu. Alors ça appelle un problème qui inquiète tous ceux qui connaissent l'affaire. D'accord, ils font les travaux, ils vont peut-être ouvrir. Ouais, mais pour faire les travaux, surtout sur une porte, c'est-à-dire sur une paroi qui donne accès à la rue, à la voie publique, il faut une demande d'autorisation de travaux ou un permis de construire, si c'est plus important. Et qui délivre? Le maire? Le maire. D'accord. Alors j'espère que c'est bien la manip que je crois, qu'il a contourné l'inutilité préfectorale à sa façon, et quoi, ça ne reverra pas le BKL. Bon, maintenant, le BKL est fermé, c'est bien, mais ils ont d'autres locales. D'accord. C'est dommage. Hein. Et ça, on l'a appris un certain 9 avril. Donc le 9 avril, nous on était là d'ailleurs, en petit comité. Disons qu'on s'est dispersé de façon intelligente, donc rapide. Et 15 minutes ou 20 minutes après, 2 antifas sont fait exploser place du Change, enfin à côté. Et là, on apprend que montée du Change, il y a un local qui s'appelle la Traboule, dont personne n'avait connaissance. Et en fait, les bonhommes, quand ils ont vu les 2 antifas là, qui étaient suivis par des fachos, ils sont sortis de leur local, ils ont explosé, ça a été très grave. 21 jours d'ITT, hein, le gars aura des séquelles pour sa vie, hein, pour toute la suite. Ils sont tombés à 15 dessus, enfin bref, le genre de guet-apens classique de ces gens-là. Et là, donc, on apprend qu'il y a un nouveau local qui existe. Voilà. Donc, a priori, connaître leurs locaux et tout faire pour les faire fermer, c'est important. Parce que sans ça, ils ont du mal à recruter, et du mal à diffuser un discours, évidemment, qui serait un peu difficile à énoncer en pleine place publique. Mais c'est insuffisant.
Le monde est une vraie porcherie, les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes à l'heure des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction, gerbe et nausée. Le tiers-monde crève, les porcs s'empivent, la tension monte, les tirs et griffes. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, parqués dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Et au Chili, les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles croupissent dans les bunkers de l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des bourreaux. Des singes conduits à la démence, méthode devient ultra-violence. D'un côté le système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Il finit en règlement de compte à coups de schlag.